Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, les petits pas du Cameroun vers l'amélioration du climat des affaires malgré les légères avancées des patrons d'entreprises dénoncent la mise sous tutelle de la justice et la pression fiscale asphyxiante pour le secteur privé. La deuxième édition du Cameroun Investment Forum s'est ouverte ce matin à Douala en l'absence de la première organisation patronale du pays. Une lueur d'espoir transparaît-elle pour des victimes de la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière du pays? Pour la première fois, les directeurs généraux entrants et sortants de Camrail se sont présentés devant le juge au tribunal de grande instance des ECA, c'est dans le département du Nian-Ekele. C'était au cours d'une audience relative à cette catastrophe ferroviaire du 20 octobre 2016. Et puis à l'étranger, le climat reste tendu au Togo. L'opposition ne plie pas. Elle continue d'exiger le départ pur et simple du président Faure Gnassingbé. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois encore, bonsoir à tous et merci d'être en notre compagnie pour cette édition du journal. C'est peut-être une première victoire pour le collectif des avocats des victimes de la catastrophe ferroviaire des ECA. Pour la première fois depuis l'ouverture du procès sur ce déraillement au tribunal de grande instance des ECA dans le département du Nian-Ekele, des responsables de Camrail ont pris part à une audience relative à cette affaire. L'actuel directeur général de l'entreprise ferroviaire et son prédécesseur en fonction au moment des faits en octobre 2016, étaient présents sur le banc des accusés ce mercredi au parquet. Ils ont plaidé non coupables alors que la défense continue de soutenir la thèse de négligence ayant conduit à ce drame ferroviaire le plus important dans l'histoire du pays. Des précisions dans ce reportage de Joël Niembe et Hervé Kemier. La catastrophe ferroviaire des ECA est loin d'avoir livré son épilogue. L'ancien directeur général de Camrail, Didier Van der Bon, et l'actuel patron de la société de transport ferroviaire, qui avaient brillé par leur absence lors de la dernière audience, ont tous répondu présents, comme l'exigeait le collectif des avocats des victimes. Nous remercions déjà le tribunal qui nous avait suivis. Effectivement, ces deux personnalités ont retrouvé leur place dans le box des accusés. Et ce qui compte, ce n'est pas tant qu'ils viennent pour nous faire plaisir, c'est qu'ils répondent effectivement des reproches qui leur seront faites, de l'action qui est menée contre eux, et qu'ils nous disent ce qui s'est passé. Pourquoi ils n'ont pas pu assumer leurs responsabilités? Pourquoi n'ont-ils pas pris les précautions qui s'imposaient lorsqu'on connaît que tout partait d'un système de défaillance qui était déjà connu par l'entreprise? Ils savaient effectivement que ce train avait un problème. Le directeur général actuel de Camrail a plaidé non coupable avant l'ouverture des débats du jour impliquant toutes les parties. L'audience était sur les bons rails au parquet des ECA, avec la comparution des témoins, d'une victime du drame et d'un expert qui a fait un exposé pour déterminer la cause de l'accident du train 152 du 21 octobre 2016. Ce volet judiciaire important pour les victimes est destiné à faire la lumière sur les raisons du drame. Dans l'exposé de l'expert, la cause tourne autour du système de freinage qui était défectueux et surtout négligé par les techniciens de la société de transport ferroviaire. Un avocat du collectif des victimes parle de négligence criminelle de Camrail. Parce que Camrail est au courant de la défectuosité des appareils, des trains, des locomotives et des wagons. Et malgré cette connaissance, cette différence, Camrail quand même mis les trains sur les rails. Et ce jour particulièrement, au regard de l'abondance de la population, au regard du climat, Camrail, malgré tout prestige sur une voie criminelle, a laissé le train continuer, malgré les multiples années qui étaient faites au départ. Le débat était bien nourri entre les avocats du collectif des victimes et ceux de Camrail. L'audience a duré près de 7 heures. Après le jeu de questions-réponses par les avocats des deux parties, mais la partie des victimes a demandé à la Cour de faire intervenir les familles des disparus de la catastrophe lors de la prochaine audience. Plus d'un an après le drame, les familles des victimes du train 152 attendent toujours des réponses. Et en rappel, l'accident ferroviaire des ECA survenu le 21 octobre 2016 avait officiellement fait plus de 70 morts et près de 600 blessés.
À présent, ces dernières nouvelles relatives à la situation dans la partie anglophone du pays après les assassinats des 3 gendarmes dans la région du Nord-Ouest ces derniers jours. Un couvre-feu a à nouveau été instauré dans le département de la Mézame. La décision est du préfet de ce département. Elle est effective depuis hier nuit. Ainsi, dont les activités et les mouvements de personnes sont désormais restreints entre 22 h du soir et 5 h du matin. Les forces de sécurité quadrillent toujours la ville de Bamenda, chef-lieu du département de la Mézame, et les recherches se poursuivent pour mettre la main sur toutes les personnes impliquées dans le meurtre de ces gendarmes. Je le disais tout à l'heure, la 2e édition du Forum sur l'investissement au Cameroun s'est ouverte ce matin à Douala. La rencontre baptisée Cameroun Investment Forum se veut une plateforme pour vendre les opportunités d'affaires dans le pays. À noter que pour cette 2e édition, un nouveau plan d'industrialisation a été présenté aux opérateurs économiques ce jeudi. Plan censé offrir de nouvelles opportunités d'investissement à ces derniers. Cependant, pour une rencontre de cette envergure, quelques absences ont frappé l'attention des participants, notamment celle des ministres des Finances ou encore de l'eau et de l'énergie, ou même le ministre des petites et moyennes entreprises qui n'étant pas présentes à cette rencontre. Autre absence remarquée pour cette 2e édition du Cameroun Investment Forum, c'est celui de la plus grande organisation patronale du pays. Des précisions dans ce reportage d'Étienne Pascal Azégué et François Dikoumé. 5 secteurs ciblés, en l'occurrence l'agro-industrie, la métallurgie, sidérurgie, la chimie-pharmacie, l'habitat, l'énergie et le numérique, vont bientôt connaître un boom à travers le nouveau plan directeur d'industrialisation au Cameroun, avec de multiples opportunités d'affaires qui vont être offertes dans ces secteurs. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique qui fait cette annonce pendant la 2e édition de la Cameroun Investment Forum qui se tient à Douala, précise que c'est un instrument au cœur du développement industriel. Les enjeux et les opportunités d'investir dans l'agri-business au Cameroun ont également été présentés par le patron du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, tout comme le patron de l'Habitat et du Développement urbain a passé également en revue les mêmes opportunités, mais également les effets d'entraînement sur l'industrie en matière d'habitat et de logement au Cameroun. Certains ministères, tels que celui de l'économie, des finances, de l'eau et de l'énergie, sans oublier l'élevage et les pêches, qui sont pourtant parmi les secteurs cibles du plan directeur d'industrialisation du Cameroun, ont brillé par leur absence à la cérémonie inaugurale du 2e forum Investir au Cameroun. Absence remarquée également du plus grand groupement patronat du Cameroun, toute chose qui laisse croire que tout ce qui a été dit dans les discours ne sera véritablement pas implémenté sur le terrain pour qu'on puisse véritablement voir les fruits de la réussite et même de l'essor industriel au Cameroun dans les tout prochains jours. Merci. Et cette 2e édition du Cameroun Investment Forum est également une occasion pour l'État et les investisseurs d'apprécier le poids des mesures incitatives en matière de fiscalité. Si pour certains, des efforts ont été faits, il reste que pour plusieurs investisseurs, l'État du Cameroun peut continuer à lâcher du lest pour faire véritablement du pays l'usine de la nouvelle fabrique industrielle de l'Afrique. Des précisions avec Éric Marcial Diomo. Depuis de nombreuses années, le gouvernement camerounais n'a cessé de multiplier les mesures incitatives pour l'investissement dans notre pays. Parmi celles-ci, toutes les décisions allant dans le sens de l'allègement fiscal pour accroître l'attrait et l'investissement, gage de la croissance. Depuis un certain nombre d'années, on est entré dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'optimisation fiscale. C'est-à-dire des deux côtés, c'est-à-dire autant du côté de l'administration, de donner la possibilité à, je dirais, à la communauté des affaires, pour parler de manière beaucoup plus générale, de pouvoir justement faire les affaires dans les meilleures conditions. Nous avons bien vu que l'administration a fait un gros travail sur ce plan-là, de façon à ce que, je dirais que la fiscalité, notamment la taxe, l'impôt, soit considéré et rentre, je dirais, dans la pratique quotidienne.
La loi numéro 2013-004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun en est une parfaite illustration. Or, ils sont nombreux, les partenaires économiques et au développement au Cameroun qui estiment que beaucoup reste à faire pour stimuler la croissance à travers la réduction de la pression fiscale. Elle est déjà suffisamment attrayante, mais nous pensons que ça peut encore s'améliorer. Suivant les demandes faites par beaucoup d'investisseurs, il y a encore des volets sur lesquels il est possible d'augmenter, n'est-ce pas, certaines incitations. Mais tout ceci doit se faire dans un cadre organisé. Comme vous le savez, nous sommes dans un régime actuellement de redressement de l'économie et il ne faudrait pas que les incitations fiscales noient, n'est-ce pas, les éléments attendus, n'est-ce pas, du développement économique. Au-delà de l'allègement fiscal pour la mise sur pied d'un cadre incitatif aux affaires, les experts pensent que de nombreux efforts sont à faire par le Cameroun dans les domaines de la mise en place d'un cadre juridique compétitif des affaires ou même de celui de la conceptualisation d'une véritable politique industrielle basée sur la transformation des productions locales. Et toujours à ce sujet, la prochaine loi des finances 2018 ouvrira-t-elle la voie à une fiscalité plus soutenable pour les entreprises du secteur privé? C'est en tout cas le vœu qui est formulé par les opérateurs économiques du secteur privé qui ont pris part donc à ce forum sur l'investissement. Ces créateurs de richesse espèrent voir ce texte aboutir aussi sur des mécanismes légaux facilitateurs de l'accès au financement. Plus de précisions avec Donald Agnozoa et François Dikoumé. La loi du 18 juillet 2017 fixant incitation à l'investissement privé au Cameroun exonère les entreprises des taxes fiscalo-douanières pendant 15 ans, dont 10 ans dans leur phase d'installation et 5 ans dans leur phase de production. Ce qui peut être perçu comme une avancée en matière d'amélioration du cadre incitatif à l'investissement est encore loin de répondre aux attentes des opérateurs économiques locaux. Non, le combat est loin d'être gagné. Il ne faut jamais oublier le contexte, qui est un contexte très particulier. De baisse des matières premières, de signature d'un accord avec le FMI. Donc, malheureusement, les mauvais temps sont encore à venir. L'imminence de la session parlementaire consacrée à l'examen et au vote du budget pour l'exercice 2018 donne l'occasion au secteur privé national de dévoiler ses attentes vis-à-vis du législateur. Il faut un environnement judiciaire et juridique sain. Il faut un accès facilité à la propriété foncière pour pouvoir faire des affaires. Nous demandons également, plus spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises, qu'elles aient accès, n'est-ce pas, qu'elles aient accès d'abord au marché public. Les PME ont difficilement accès au marché public, alors que l'État est le principal fournisseur et le principal client du Cameroun. Et également, l'autre problème que les PME ont, c'est l'accès au financement. Le projet de loi des finances 2018 qui porte ainsi les espoirs des opérateurs économiques camerounais sera bientôt soumis à l'approbation du Parlement. Et voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir en rapport avec ce forum sur l'investissement au Cameroun qui s'est ouvert ce matin dans la capitale économique du pays, Douala. Nous vous parlons hier de ces produits pétroliers déversés dans un drain du quartier de la ville de Douala, quartier Mbopi. Eh bien, 24 heures après, la situation n'a pas beaucoup changé. La forte odeur piquante d'hier a certes diminué, mais elle reste suffisamment présente pour altérer la santé des populations autour de ce quartier. Une odeur suffisamment également qui renseigne sur les risques élevés des cas d'incendie dans cette partie de la ville. Il faut noter qu'une personne a déjà été hospitalisée à la suite de l'inhalation de ces produits. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou et Farel Bounia. L'odeur des hydrocarbures n'est plus aussi forte, mais toujours présente pour se mélanger à ce repas, à ciel ouvert, juste à proximité de la rivière contaminée. Vendeuse de nourriture, Marie-Thérèse Ességué, après le manque à gagner la veille, refuse de fermer boutique, malgré les risques d'infection qui persistent. Je n'ai même pas préparé beaucoup parce que j'avais peur.
Nous tous on se lamentait, on s'inquiétait ici là, mais qu'est-ce qui va se passer ensemble? C'est ça qui va encore se passer à Douala. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce matin, j'ai observé qu'il n'y avait plus assez d'odeur. C'est pour cela que j'ai préparé pour vendre. Dans les rigoles et la rivière Mbopi, ces hydrocarbures sont encore présents. Mais la baisse du volume a découragé ceux des habitants du quartier Ngodi qui s'étaient employés à recueillir ces produits pétroliers. Aujourd'hui, ça ne sent plus comme hier, ce n'est plus étouffant comme hier. Ça sent quand même, mais ça ne coule plus comme hier, parce que hier, ça coulait bien. Les gars qui puisaient ça, ils ont quand même puisé beaucoup. Beaucoup de gens ont puisé. Les chasseurs de pétrole sont donc partis, mais certains habitants de ce lieu dit, Pongodi, sont tombés malades à cause de la forte odeur de ces hydrocarbures. Depuis hier, ma petite fille là, comme mon fils a boire ici, est tombée malade. On l'a amené à l'hôpital. Tous. Moi-même là, alors que je ne fais rien, ma petite machine que j'ai là dehors là, ça m'a rendu tellement fatigué depuis hier. Hein, je ne bouscule pas comme je bousculais pour travailler. Les enquêtes ouvertes par les services de la délégation régionale de l'environnement pour le littoral sont en cours afin de déterminer l'origine de ces hydrocarbures. Rendons-nous à présent à Botmakak. C'est un arrondissement du département du Nyon-Ekele dans la région du centre où les populations ont du mal à se déplacer au quotidien et pour cause, les infrastructures routières dans cette partie du pays sont totalement dégradées et quasiment impraticables. Tenez par exemple, il faut débourser la somme de 2000 francs ou peut-être même 3000 francs CFA pour être transporté sur une distance de 13 km. Une situation qui en rajoute au quotidien déjà difficile les populations de cette localité. Des précisions avec Joël Niembe et Julie Nguenyonde. Voici la route qui conduit à l'arrondissement de Botmakak, département du Nyon-Ekele, région du centre. Cette route impraticable, remplie de bourbiers, ne cesse de provoquer la colère des habitants. La route est tellement enclavée. Nous sommes totalement bloqués. Nos véhicules qui transportent les passagers, les vivres sont bloqués et toutes les voitures qui passent se gâtent tous les jours. C'est très grave. La route est complètement gâtée. À pied, à moto ou même dans un véhicule de fortune, affronter ce tronçon routier est un véritable parcours de combattants. Même les gros porteurs n'échappent pas à la fureur des mares de boue qui s'étalent le long de la route. Le transport coûte cher, les activités sont au ralenti. Les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Actuellement, on prend 2500, 3000. Malgré tout ça, cela ne nous arrange pas. Mais nous sommes obligés de le faire. Mais malgré tout ça, on a toujours des lacunes. Les motos tombent en panne pour le temps. Tu payes la moto une semaine après. Ça devient une vieille moto, on ne comprend même plus. L'autorité préfectorale, dépassée par les événements, confie avoir pris certaines mesures visant à limiter la dégradation de cet axe. Des consignes qui ne sont pas appliquées sur le terrain, affirme le sous-préfet de l'arrondissement de Botmakak. J'ai même pris la décision d'interdire la circulation de camions de plus de 7 tonnes. Mais une décision ne peut être appliquée que s'il y a des gens qui peuvent la faire appliquer. Attendez-vous, ne vous attendez pas à ce que le sous-préfet prenne une décision et qu'il essaie de mettre lui-même en route pour l'appliquer. Donc c'est un problème général. Nous, il nous manque des forces de l'ordre pour implémenter les décisions que nous prenons. La situation perdure, la ville se vide progressivement de ses riverains, tous à la recherche des conditions de vie meilleures. Comme Botmakak, elles sont nombreuses ces localités, situées dans l'arrière-pays, qui font face à un manque criard d'infrastructures de base et d'espaces viabilisés. Cap à présent à l'ouest du pays pour faire une immersion dans la prison de Bouda, dans la région de l'Oueston, construite pour abriter 1000 détenus. Cette prison étouffe désormais sous le poids de la saturation et des infrastructures vieillissantes. Jean-Paul Chouniat et Dalash Tchana ont fait un tour dans ce pénitencier. Voici leur reportage. Entrée en service avant les indépendances, la prison coloniale des Bamboutos, rebaptisée prison principale de Bouda, n'échappe point au phénomène de surpopulation, épineux problème des milieux carcéraux au Cameroun. Prévu pour moins de 200 pensionnaires, le nombre de détenus croît sans cesse. Les plans de personnel sont un peu rassurés parce que nous sommes à peu près 42.
qui encadrent une population de près de 400 âmes. La bâtisse de 63 ans d'existence ne répond plus aux besoins de l'heure. L'ensemble de l'infrastructure affiche de profondes rides de vieillesse, en dépit des coups de peinture lui donnant une mine de jeunesse. On a vu que la cour n'est pas dallée, le quartier féminin n'est pas, les bureaux, tout est à refaire. Il faut reconstruire complètement la prison principale de Bouddha. Et si le régisseur de ce pénitencier a mis un accent particulier sur la propreté des toilettes, les conditions de cuisson et le standard des repas servis aux détenus sont bien en deçà des minima de quantité et de qualité. Beaucoup d'améliorations ont été faites dans le cadre de l'alimentation des détenus. Beaucoup reste aussi à faire. Ce sont les CC d'attirer l'attention de la recherche à ce sujet. À l'exemple des autres pénitenciers du Cameroun, les détenus de la prison principale de Bouddha vivant dans la précarité et la promiscuité souffrent de maladies respiratoires, maladies de la peau, des maux de ventre et le VIH-Sida. Les globes qu'ils s'injectent, quelqu'un, n'est-ce pas, qui a été contaminé et avec la même aiguille, il contamine les autres. Avec les 2 nouveaux cas que nous avons détectés aujourd'hui, nous sommes à 14 séropositifs à la prison principale de Bouddha. En attendant la réalisation du projet de construction de nouvelles prisons en vue du désengorgement des milieux carcéraux annoncé il y a quelques années, les 42 agents pénitentiaires travaillent dans des conditions intenables. Mais pour combien de temps? Pendant que chaque détenu espère au mieux vite quitter ce milieu de galère le jour de sa libération. À l'étranger, nous le disions, le climat social reste très tendu au Togo. L'opposition exige depuis plusieurs semaines déjà une réforme de la Constitution, mais également un départ pur et simple du président Faure Gnassingbé. Des milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans la rue. On compte plusieurs blessés dans le nord du pays et partout. Le même mot d'ordre, Faure dégage, sur les pancartes. Dans une conférence de presse, des leaders d'opposition ont dénoncé le double jeu du pouvoir. Je propose donc d'écouter quelques leaders de l'opposition togolaise qui s'exprimaient au cours de cette conférence de presse dans ce pays. La coalition condamne avec la dernière énergie ces répressions sauvages et le double langage du régime. Elle continue d'exiger du régime la libération de toutes les personnes injustement arrêtées et détenues et aussi l'arrêt des poursuites judiciaires contre les prévenus et enfin l'amnistie pour toutes personnes condamnées qui sont élargies. Je vous annonce que dans la deuxième partie de ce journal, nous reviendrons sur ce forum sur l'investissement, mais plus précisément sur la prochaine loi des finances 2018. Notre invité ce soir est Emmanuel Kounié, c'est un économiste. Nous reviendrons donc sur ces différents sujets dans quelques minutes. Mais en attendant, un peu de sport. On est désormais mieux fixé sur les programmes d'enseignement à l'Académie nationale de football, tout au moins pour ce qui concerne la formation des formateurs. Les programmes ainsi que les contenus ont été validés au cours de la première session du Conseil des études de l'ANAFOOT. La rencontre s'est tenue à Yaoundé avec Cyril et Emmanuel Diop. Avant de rentrer de plein pied dans la formation des jeunes au métier du football, l'Académie nationale de football du Cameroun pense d'abord à la formation des encadreurs. La formation d'abord des chefs de pôle et les chefs de pôle adjoints. On doit les apprendre à faire des rédactions administratives. N'oubliez pas que c'est d'abord des entraîneurs. Ils auront un double rôle, superviser ce qui se passe sur le terrain, parfois aller sur le terrain travailler avec des jeunes et en plus être capable de faire des rapports à tout moment et envoyer du côté de l'ANAFOOT centrale de Yaoundé. Le tout premier conseil des études de l'ANAFOOT s'est tenu à Yaoundé et c'est au terme des travaux que les contenus des programmes d'enseignement des membres et structures qui composent l'ANAFOOT ont été validés. On a pu valider les contenus des programmes, la formation des entraîneurs, le contenu du programme aussi des éducateurs, aussi des séminaires pour les médecins sportifs, les kitmasters. Donc, en grosso modo, pour les 10 pôles, nous avons validé tous les programmes. Les contenus des programmes d'enseignement validés, l'on annonce pour décembre le début des stages de détection des jeunes qui seront par la suite inscrits
à l'Académie nationale de football du Cameroun. Le sport comme vecteur de la paix à Bertois. 50 encadreurs venus de différentes régions du pays se sont retrouvés dans cette ville de l'Est du Cameroun. Ils sont venus se former sous la thématique de la paix et du sport dans cette partie du Cameroun. L'initiative qui regroupe les associations étrangères résidant au Cameroun vise à faire du sport un gage de la paix et de résolution des crises sociales qui sous-tendent donc le Cameroun. Benjamin Issam pour les détails. Une cinquantaine d'encadreurs sportifs venus des régions de l'extrême nord et de l'est viennent de passer 4 jours dans la capitale régionale, Bertois. C'est d'enseigner aux encadreurs d'éducation physique et sportive, aux professeurs d'éducation physique et sportive, les valeurs du sport, comme le sport comme facilitateur du développement et promotion de paix. Alors, il ne suffit pas de former les professionnels en football, en handball, mais il suffit de former les professeurs d'éducation physique et sportive à promouvoir la paix en utilisant le sport. À l'origine de cette mobilisation des sportifs, le projet d'autonomisation des communautés et consolidation de la paix piloté par le Programme des Nations Unies pour le développement avec le soutien de l'association israélienne Mifalo, la fondation Roger Mila et les ambassades d'Israël et du Japon. Quand vous donnez la passe à votre frère, alors quand vous marquez un but, c'est toute l'équipe qui gagne. Alors je dois comprendre que dans une société, j'ai toujours besoin de l'autre. Donc il faut promouvoir l'esprit d'équipe. Pour ces encadreurs sportifs, il s'est agi de renforcer le sentiment de confiance, d'auto-efficacité et d'appartenance à la communauté, mais surtout d'amener les jeunes à vivre en harmonie avec les autres. Souvent, quand on organise un match, il faut d'abord appeler peut-être les services de sécurité, la police, les gendarmes, les militaires pour sécuriser l'endroit. Sinon, quand on fait une activité simple sans sécurité, on ne peut pas protéger. Des séances pratiques avec les enfants ont permis à ces encadreurs de vivre le sport comme véritable vecteur de développement et de cohésion sociale. Satisfaction pour les ambassadeurs d'Israël et du Japon, mais surtout pour les acteurs qui ont reçu des attestations de fin de formation. La seconde partie de ce journal dans quelques minutes. Je vous le disais tout à l'heure, ce soir, nous avons l'honneur d'avoir sur notre plateau M. Emmanuel Kounié. Bonsoir. Bonsoir Albertine et merci de me convier à cette séance, cette séquence. Et bonsoir également à tous vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Equinox Télévision. Je rappelle que vous êtes économiste et le principal sujet au centre de nos échanges, c'est donc le projet de loi de finances 2018, projet qui sera le principal centre d'attraction dès la prochaine session parlementaire de novembre qui s'ouvre le 14 novembre prochain. Mais avant d'en arriver à ce projet-là, quelques questions sur des sujets d'actualité. Nous venons de voir l'ouverture ce matin à Douala du Cameroun Investment Forum. Alors, est-ce que pour vous, cette plateforme aux côtés des autres qui existaient déjà, telles que justement le Business Forum ou encore la conférence économique, ont un impact sur les performances économiques du pays? Oui, ce qui est un peu embêtant, c'est que ces forums se tiennent, des résolutions se prennent, mais on est déçu parfois de constater que les résolutions ne sont pas toujours mises en application. Vous savez, lors du dernier Business Forum, Cameroun Business Forum, ici à Douala, il y a eu plusieurs résolutions qui ont été prises. Bon, on ne ressent pas, n'est-ce pas, les effets, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de ces résolutions. Et bon, je crois que ceux qui sont en charge de toutes ces décisions-là qui sont prises doivent faire des efforts pour que, n'est-ce pas, toutes ces réunions qu'on fait, tous ces mouvements qu'on met en œuvre, qu'on essaie de faire, puissent produire des effets. Donc, je pense que ce qui s'est ouvert ce matin est un forum, je crois que c'est le deuxième, puisqu'il y a le deuxième, voilà. Et la dame qui préside qui a au four et moulin dans cette affaire fait beaucoup d'efforts parce que je crois que cette fois, elle a fait appel à beaucoup de
bailleurs de fonds étrangers qui vont pouvoir être là. J'espère qu'on pourra au moins avoir une petite moisson et que nos entrepreneurs qui vont prendre part à cette réunion, cette grande réunion, pourront, n'est-ce pas, tirer profit de tout ce qui va être fait. Sur la rencontre de ce jour, la rencontre dans le forum sur l'investissement du Cameroun précisément, l'on a noté, vous l'avez suivi dans nos éléments, l'absence de la première organisation patronale du pays. Est-ce que pour vous, c'est un handicap pour une telle rencontre? Non, c'est un handicap. C'est un handicap parce que moi, je crois que cette organisation est celle qui doit pouvoir, n'est-ce pas, faire venir les entrepreneurs de qualité, les entrepreneurs de bon niveau, qui puissent, n'est-ce pas, discuter avec ceux de l'étranger qui sont arrivés et qui doivent pouvoir, au sortir de ce forum, nouer des relations qui vont pouvoir permettre qu'on puisse tirer profit de ce qui va être fait. Donc, je crois que, bon, ça n'a peut-être pas été ça, mais il faudrait tout simplement que le travail se fasse sérieusement pour que les quelques entrepreneurs qui vont être là-bas puissent tirer profit. Parce qu'on a un mouvement comme celui-là, il faudrait absolument qu'on puisse, n'est-ce pas, voir la moisson par la suite. Alors, vous parlez de ces forums qui, selon vous, ne participent pas beaucoup à améliorer donc les performances économiques du pays. Vous n'avez pas, par exemple, mentionné le dernier classement Doing Business dans lequel l'on apprend que le Cameroun a quand même gagné 3 places. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un indicateur de ce que le climat des affaires s'améliore quand même quelque peu? Non, je crois que ce n'est pas un indicateur suffisant. Quand on gagne quelques places, il y a de se poser la question de savoir si c'est les autres qui ont reculé ou si c'est nous qui avions avancé. Donc le fait de gagner une place ou 2 places ne peut absolument rien prouver. Moi, je crois que il y a des indicateurs beaucoup plus sérieux, beaucoup plus palpables comme cela. Par exemple, quand les affaires avancent, on voit comment le produit intérieur brut avance. On voit par exemple comment la croissance se développe, on voit comment les activités, le chômage recule, etc. Or chez nous, ce n'est pas le cas, donc nous ne pouvons pas nous attarder sur des épiphénomènes comme cela. Je crois qu'il y a lieu pour nous, n'est-ce pas, de réfléchir sur ce qui est important et d'éviter, n'est-ce pas, de nous cramponner sur des sujets qui n'ont aucune valeur économique. Alors, au cours de cette première journée, donc, de la rencontre, vous l'avez suivi, les opérateurs économiques du secteur privé ont majoritairement déploré la pression fiscale qui paralyse encore leurs activités. L'État qui a donc besoin de ressources, comment est-ce que l'État pourrait procéder pour avoir plus de ressources mais sans asphyxier ces entreprises? Non, mais l'État, lui, pense qu'il faudrait trouver les recettes fiscales pour pouvoir, n'est-ce pas, réaliser ses objectifs. Et moi, je crois que ce que l'État doit faire, c'est peut-être créer des taxes, mais il faudrait, au même moment, pendant qu'on crée des taxes, essayer de voir dans quelle mesure on peut aller aussi dans le sens, n'est-ce pas, de faciliter la tâche même fiscale aux entreprises qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, de créer l'activité. Parce que si les entreprises peuvent créer l'activité, ce n'est pas normal de faire pression sur eux au point que, n'est-ce pas, ils puissent peut-être fermer les portes. Donc, moi, je crois que... Les personnes qui payer ces taxes-là, elles seront appliquées à... Oui, il faut, vous savez, la taxe doit être appliquée sur la taxe doit être appliquée sur ceux qui ont un peu plus de moyens. Il faudrait que ceux qui ont un peu plus de moyens payent un peu plus. Bon, vous voyez chez nous, par exemple, vous allez aller dans des zones périphériques de la ville de Douala, vous allez voir des immeubles qui poussent, vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne payent rien à l'État. Ceux qui sont en train de travailler un peu, on fait pression sur eux, ce n'est pas normal. Il faudrait que l'État essaie de voir dans quelle mesure il peut faire en sorte que son assiette touche ceux qui ont de l'argent et surtout ceux qui ont de l'argent, qui ont un train de vie qui leur permet, n'est-ce pas, d'engranger, de manipuler beaucoup d'argent, et non, n'est-ce pas, ceux qui se mettent en activité et qui peuvent, n'est-ce pas, qui créent l'emploi, qui font en sorte que l'économie puisse tourner. Parce qu'il est démontré que chez nous, il y a une masse monétaire qui circule dans la périphérie du circuit économique. L'État doit pouvoir, n'est-ce pas, s'orienter vers cette voie-là pour pouvoir voir comment taxer cette masse. Et d'ailleurs, cette masse monétaire, cette masse, ces fonds qui circulent dans la périphérie du circuit économique sont des fonds issus de la corruption qui sont détenus majoritairement par le fonctionnaire. Donc, moi, je crois que l'État doit orienter sa réflexion dans ce sens plutôt que de matraquer, n'est-ce pas, les opérateurs économiques dont nous avons besoin de leurs services pour pouvoir, n'est-ce pas, faire marcher notre économie, relever notre économie. Et voilà qui nous donne une bonne transition pour parler justement de ce projet de loi de finances. L'un des éléments les plus frappants de ce projet qui sera donc à la table des députés dès le 14 novembre prochain, c'est l'augmentation de l'enveloppe budgétaire de plus de 140 milliards de francs CFA. C'est donc ce qui transparaît donc à la première mouture de ce projet. Comment est-ce que vous comprenez cet additif? Oui, cet additif, cette augmentation
comme si vous regardez sérieusement, vous allez voir que pendant qu'il y a cette augmentation, il y a aussi l'augmentation, n'est-ce pas, de la dette. De la dette. C'est-à-dire que la dette est passée de 700 milliards à 1000 milliards. C'est-à-dire que nous avons un budget de 4500 milliards et poussière, avec le service de la dette qui coûte à lui seul 1027 milliards. C'est-à-dire presque 25% de ce budget-là. Donc si vous augmentez la dette, c'est-à-dire que vous vous engagez à prêter beaucoup, il est tout à fait normal. D'ailleurs, vous allez voir que le revenu du secteur pétrolier a baissé de 495 milliards à 387 milliards, dont une baisse de près de 108 milliards. Et malgré cette baisse, le budget a plutôt augmenté parce que l'État a pensé qu'il faudrait prêter davantage, il faudrait des emprunts et ils vont prêter davantage et en ce moment, ça va relever le budget. Mais ce relèvement de budget ne signifie absolument rien, nous endettons et puis cette dette est en train de plomber notre budget. Je sais on entend souvent certains économistes ou certaines personnes, certains fonctionnaires nous dire que le Cameroun n'est pas très endetté parce que notre dette est de l'ordre de 30% de notre PIB. Mais il faut noter que cette dette est mal négociée. Parce que le mécanisme de remboursement de cette dette fait en sorte que le service de la dette est très lourd et ça plombe notre budget. Aujourd'hui, 1027 milliards de francs comme service de la dette pour un budget de 4500 milliards, cela veut dire que le service de la dette, le poste le plus élevé de nos dépenses. Donc c'est des situations qu'il faut essayer de voir parce que si notre budget reste dans cette posture-là, il risque de se plomber par ce service de la dette que nous sommes obligés de réaliser parce que nous avons le Fonds monétaire international sur le dos et c'est d'ailleurs un service, comment dirais-je, c'est un service de recouvrement de la dette extérieure dont nous sommes tenus de trouver les 1027 milliards, ce qui fait que si nous ne réalisons pas en recette notre budget dans l'intégralité, nous risquons, n'est-ce pas, de ne rien faire parce que nous aurons des problèmes du fait, n'est-ce pas, que la dette est la priorité. Est-ce que vous partagez l'avis de certains de vos collègues économistes également qui ont estimé qu'un budget de plus de 4500 milliards pour le Cameroun n'est pas assez réaliste et qu'il ne reflète pas le potentiel économique réel du pays? Oui, mais dès lors que l'État cette année va encore s'endetter de près de 1000 et poussières de milliards, si l'État réalise ses prêts, l'État pourra peut-être pas réaliser le budget à 100%. D'ailleurs, il faudrait que nous voyions le compte de règlement de l'exercice 2017 pour savoir à quel niveau, n'est-ce pas, le budget de l'exercice 2017 a été réalisé pour pouvoir faire la projection sur 2018. Tous ces éléments, nous ne les avons pas, mais en réalité, notre économie aujourd'hui a des difficultés et ce n'est un secret pour personne. Nous sommes rentrés dans les APE, nous avons des problèmes sécuritaires, nous avons même un autre problème qui accourt aujourd'hui, qui est le problème anglophone, qui fait que nos relations avec le Nigeria, pour ce qui est de nos exportations, connaissent quelques difficultés, ce qui fait que l'économie a des problèmes, notre économie a des problèmes, et si nous augmentons notre budget à ce niveau, mais il faut noter que pendant que nous augmentons notre budget de 140 milliards, nous avons augmenté notre dette de 300 milliards, et nous avons diminué nos recettes pétrolières de 108 milliards, ce qui veut dire qu'on est presque resté sur place. Alors, l'on annonce, on va sortir par là également une exonération de la TVA sur les prêts d'une valeur inférieure à 2 millions accordés par les établissements de microfinance de première catégorie à leurs membres. Est-ce que les chefs d'entreprise devraient être un peu contents de cette innovation? Mais madame, vous parlez de près de moins de 2 millions, vous dites. C'est peut-être une avancée quand même. Oui, c'est une avancée, mais je crois que si on veut poser des actes, il faut poser des actes sensibles. Parce qu'en réalité, ça n'aura aucun impact sur notre économie. Moi, je dis, les microfinances d'ailleurs ne sont pas des structures qui ont vocation, n'est-ce pas, de faire des prêts. Les prêts doivent être faits par les banques qui peuvent, n'est-ce pas, escompter le crédit au niveau de la banque centrale. Les microfinances ont les dépôts de leurs clients. Ces dépôts n'ont pas vocation d'être prêtés parce que les dépôts sont en vue. Donc, quand on fait tout ça, c'est mettre un peu du vernis sur quelque chose qui ne marche pas. C'est donc un projet de la finance devrait être amendé pour vous? Non, moi je crois que on ne devrait même pas en parler. Merci à vous, Emmanuel Kounié, d'être venu ce soir. Vous êtes économiste. Merci d'avoir répondu aux questions de Equinox Télévision. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. À suivre juste après ce journal, votre émission Regard Social avec Eric Kwamo. Bonne soirée sur Equinox Télévision.